Heureux de vous retrouver dans ce magazine d'information et d'actualité culturelle, j'ai cité Cultactu. Cultactu, c'est le cinéma. Cultactu, c'est la musique, c'est la peinture, c'est la sculpture. Mais aujourd'hui, nous allons recevoir un écrivain dans quelques instants dans notre rubrique Entretien. Mais avant, prenons notre rubrique News. C'est le 17 février que l'artiste Maralba Maléchek sera en showcase à l'Hôtel Gold à partir de 16h. Entrée 2000 francs plus conso. L'artiste Roxy Eclipse sera en concert ce 14 février à l'Espace Hanois à l'occasion de la fête de la Saint-Valentin. Entrée gratuite pour toutes les filles et 1000 francs pour les hommes. Le groupe Wave Music sera en concert live le 14 février à Mosaka, toujours dans le cadre de la fête de la Saint-Valentin. Entrée 3000 francs, couple 5000, VIP Gold 25 000 pour 4 personnes. Le groupe Assis, les boss du game, seront en showcase inédit le 11 février au club Empire à partir de 18h en attendant la sortie de leur album. L'artiste Rodney Moketonga annonce son prochain single intitulé Likelele qui sera disponible ce 18 février sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Il revient une fois de plus en featuring avec le DJ Kedjevara de la Côte d'Ivoire. L'artiste Roga Roga Missile annonce son prochain single intitulé Jamais sans moi qui sera disponible au courant de cette année. Cependant, avec son groupe Extra Musica, il se prépare pour un concert exceptionnel à Chicago aux États-Unis le 23 mars prochain. C'est le 14 février prochain que l'album Esprit de l'artiste Lionel Etou sera disponible dans les bacs. Un album qui va comporter 10 titres. L'album 312 Métaphysique de l'artiste Kevin Bwandembenga est désormais disponible chez tous les disquaires. Un album qui jusqu'à ce jour se comporte très bien sur le marché de disques. L'artiste Segra Karl chantera l'amour ce 14 février au Palais des Congrès de Brazzaville à partir de 17h à l'occasion de la fête de la Saint-Valentin. Entrée gratuite pour toutes les femmes et 10 000 francs pour les hommes. Invité Lionel Etou, le coach, et le groupe Vibe Unite. L'artiste Master D annonce son prochain single intitulé Communiquer. Celui-ci sera disponible ce 15 février à 15h15 sur toutes les plateformes de téléchargement légal. L'artiste Ferregola sera en concert à Lyon, en France, samedi 16 février à la salle Petit Versailles de 22h à 5h du matin. Participation aux frais, 20 €, couple 30 €. Doudou Kopa sera l'invité de la soirée Saint-Valentin qui se tiendra en France le vendredi 15 février. Ceci en attendant la sortie officielle de son album intitulé Loin des barreaux. Février, date de joie et de malheur pour Ignace Nkoukou alias Master Mwana Congo. Ce virtuose de la guitare qui a écrit son nom de la plus belle manière dans les pages de la musique congolaise. Né le 1er février 1947, Master Mwana Congo, ce soliste arrangeur congolais, est inhumé ce 1er février 2019. Les enfants du disparu, malgré cette séparation douloureuse, peuvent chanter joyeux anniversaire à papa qui devient un corps sans vie. Et c'est Flore Nkoukou, la puinée, c'est-à-dire la deuxième des enfants Nkoukou, qui a entonné le chant devant les parents et pleuré. Parents, amis, connaissances, collègues et confrères de la corporation musicale étaient là au sexe Sony Laboutansi pour saluer l'artiste qui a accompagné les grands noms de la musique congolaise autour des années 1970 et 1980, à l'instar de Pamelo Mouka, Théo Blaise Nkoukou, Pierre Moutouari. En ce moment d'adieu, on peut replonger l'assistance dans l'histoire. C'est la directrice générale des arts et des lettres, Mireille Opa-Elion, qui a lu l'oraison funèbre. C'est à partir de 1970, après la dislocation de Mando Negro, que Master Mwana Congo s'installe en France, à Paris, pour une carrière solo. Et ce n'est que 10 ans plus tard, en 1980, qu'il devient l'un des grands noms de la rumba et du soukous, aux côtés de nombreuses célébrités
africaine congolaise. Ainsi, par son savoir-faire, il contribue à la fantastique renommée des musiciens comme Pierre Moutouari dans l'album Misenge, Pamelo Mouka dans l'album Ce n'est que ma secrétaire, il n'y a rien entre elle et moi, ainsi que De l'argent appelle l'argent. De Tchalamwana, de Bozi Boziana, de Théo Blaise Koukou, dans l'une des plus emblématiques chansons, Mwana Djambala. On peut donc dire que c'est pendant cette époque que la carrière de l'artiste a effectivement explosé. Le ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo, a déposé une gerbe de fleurs au nom du gouvernement devant la dépouille de l'illustre disparu. Question de saluer la mémoire de celui qui a bercé plusieurs générations avec ses sons de la guitare riche en couleurs, notamment avec Misenge, Mwana Bateke, Mwana Djambala. Après les informations, mesdames et messieurs, parlons d'autre chose. Il s'appelle C17 Absolu, c'est un artiste congolais de Brazzaville résidant sur la place de Paris qui est en train de préparer son album qui sera sur le marché de disques dans les tout prochains jours. Alors l'album n'a pas encore de nom mais son tout dernier single s'intitule What You Want. Il est en collaboration avec la star du rap français Ol Kenry. C'est une grosse collaboration et un clip exceptionnel que moi je vous laisse découvrir. Them like a toothache, giving them shivers. I'm taking the bitches to shit. Yes, the Crusaders got them cool flavors. In fact, I'm so great, I blaze this blue flame. Top of the food chain, my game on deck, my name respect. The simple and plain. I'm too games to shoot ace. Muscle in my back, on my place, keep telling your face. Only thing that work on is space. Back in the Tomb Raider, I let you get close, then show you my two face. When you notice it's too late, that shit great. I'm that cat, bitch niggas hate. On loop place, not my max, they bootleg. Another thing I try sometimes keeping the shade. Match with satisfaction with that smashing the ABS. What you want, nigga? What you want? What it do? What you want? What's up? And what you want, nigga? Quoi les bails, nigga? C'est quoi les bails? C'est quoi les bails? C'est quoi les bails? What you want? What you want? What it do? What you want? Whatever. What you want, nigga? C'est quoi les bails, nigga? C'est quoi les bails? C'est quoi les bails? C'est quoi les bails? J'ai des pas de texte sous ma casquette, un de my check. Paye-moi en espèces ou en quiz, je ne veux pas de check. Fuck leur disque d'or, moi je les graille secs. Ça réclame des titres, des livrets, je prépare le bail secret. Il ne s'agit que de faire les bails, des gros sous. Full contact, j'excelle aussi dans le taille. Retour à la base, hip-hop, vibe, route. Si je kidnappe vos putes, je demande pas à tronçon. À son chef se cap, vos gars ne sont pas habilités. Manque de virilité, essayez d'imiter les chemins de la dignité. J'ai rempli mes bidons d'essence et je brûle les rideaux. Y'a toute ta team en défense, fini des petits gens. Je suis qu'un pur concentré de force en mérité le King Kong. Je trouve la raison que quand le type tombe et le bruit de gong ne m'arrête pas. J'ai le seul tout mec, t'as très bon des gars. What you want, nigga? What you want? What it do? What you want? What's up? And what you want, nigga? Quoi les bails, nigga? C'est quoi les bails? C'est quoi les bails? C'est quoi les bails? Après l'artiste 17 Absolu, mesdames et messieurs, parlons d'un autre artiste. Cette fois-ci, il s'agit de l'artiste Kevin Mbwandembenga, le Métatron cible. L'artiste qui vient de mettre sur le marché de disques son album intitulé 312 Métaphysique. Mais l'artiste a aussi un parcours. Il a débuté dans les années 1900, nous allons dire 1995. Et depuis, l'artiste est en train de faire des prouesses et il est aujourd'hui le leader de l'orchestre Patrouille des Stars. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voici son portrait. De son vrai nom, Kolonkewa Igor Kevin, dit Kevin Mbwandembenga, le Métatron, est un compositeur, interprète, chanteur, producteur congolais, né le 31 décembre 1973 à Bunji, dans la Cuvette, en République du Congo-Brazzaville. Fils d'un Kolongangwe Auguste et de Bouna Jeanne,
Il est le fondateur et PDG du label Secteur M. Bachelier, ancien élève du lycée Thomas Sankara et passionné de la musique, Kevin Bwandé se fera découvrir par son grand Saint-Patrick Azano quand ce dernier interprétait ses chansons aux répétitions pendant ce temps encore fan du groupe Événement Choc du collège Saint-Patrick Azano, Guy Roger, Edo Farrell, Général Conti. Kevin Bwandé intègre le groupe en 1993 sous le parrainage de Saint-Patrick Azano, qui lui concédait son micro de temps à autre aux répétitions et sera adulé par les fans. Son charme de chant ne laissera indifférent le général Conti qui lui donnera le nom de Mbwandé Mbenga, qui signifie chien de chasse en ethnie Mboshi. Après les événements tragiques de 1997 qui ont secoué le Congo, un groupe de jeunes du quartier Mikalu se retrouve pour créer un orchestre qui sera nommé par la suite d'un vote Patrouille des Stars, une proposition de Julien Antonio et comme président Pirwans Tivo. En 1998, le premier album du groupe, Obu Kangabisaka, enregistré au studio IAD et mis sur le marché du disque sous le label Denide Productions. Et Kevin Bwandé signe 2 titres dont Vie égale problème, sa première composition, voire même la première chanson à être retenue dans le dit album. En 1999, le groupe s'envole pour Douala au Cameroun où il enregistre son deuxième album intitulé Embargo. En cette même année, le groupe est nominé aux Kora Awards en Afrique du Sud. Kevin Bwandé, alors vice-président du groupe, accompagnera les siens. Toujours dans la même année, le couple présidentiel gabonais invite Patrouille des Stars au Gabon. Ceci pour dire que la notoriété du groupe commençait à traverser les frontières. Le 27 septembre 2001, le groupe quitte Brazzaville pour Paris, où il enregistrera l'album Correction Totale. Et le Kwembali Kevin Bwandé signe 2 titres, Zombie et Corps et âme. Après l'approbation des mélomanes culturels appropriés et les chroniqueurs de musique congolaise, Zombie sera plébiscité, meilleure chanson de l'année. En août 2003, l'orchestre décide de mettre sur le marché du disque l'album Proclamation. Cette fois-ci, on assistera à l'entrée remarquable des artistes Gilles Chiga, Hébert Arsenal, Trésor Mvula et des danseuses comme Rodia Agostine, Sheila et l'animateur congolais, le meilleur actuel de sa génération, Biraman Rouge, auteur-compositeur de la chanson Congo Uni, qui sera primé meilleure chanson de l'année. Kevin Bwandé, qui avait pris les règnes du groupe depuis Paris suite à la défection des autres artistes, dont le président Dédé Diasco, président de l'époque, continuera son groupe à Dakar pour l'enregistrement de cet opus Proclamation, d'où il signa à nouveau 2 titres. En mars 2006, le groupe connaîtra de nouveau une défection après celle de Paris. Une grande partie des anciens décidèrent de quitter l'orchestre pour une autre destinée. En mai 2006, le groupe repart à nouveau à Dakar pour l'enregistrement de l'album Élévation Totale et Kevin Bwandé signe 3 titres, Charge-moi bien, Affaire double et Non coupable. En décembre 2008, le groupe est invité de nouveau à Bata en Guinée. Sous l'égide de Kevin Bwandé, une délégation se rend à Dubaï pour l'achat des instruments de musique que la maison Denide Productions offrira le 6 février 2010 au Palais des Congrès de Brazzaville à l'orchestre Patrouille des Stars. Le 21 septembre 2010, l'orchestre Patrouille des Stars et Kevin Bwandé Mbenga enregistrent l'album Kanganzoto au studio Dem Record à Brazzaville et Kevin Bwandé frappa très fort avec la chanson culte T'entends partout partout, meilleure chanson de l'année. En cette même année, l'orchestre est de nouveau reparti à Bata pour les festivités de fin d'année. Le 26 décembre 2011, Kevin Bwandé est invité avec son groupe à Dakar au festival Rébidjan. A noter que Kevin Bwandé et quelques lieutenants du groupe ont participé à la quasi-totalité des événements du concept La Nuit du Congo A et toutes les éditions du Festival panafricain de musique FESPAM en sigle. Plusieurs fois couronné, Kevin Bwandé est détenteur d'un diplôme d'excellence décerné au plus haut niveau de l'État congolais par le ministre de la Culture,
Jean-Claude Gakoso en mars 2013. Patrouille des stars, meilleur orchestre de l'année des Sanza de Foi et Kevin Bwandé, meilleur artiste de l'année en 2014. De son retour de Casablanca au Maroc, où il était admis pour des soins de santé, après 8 mois d'inactivité musicale et d'absence de scène, Kevin Bwandé retrouve la scène le 7 mai 2015 et signe son tout premier album solo le 15 décembre 2015 intitulé Deuxième Monde avec des titres comme Yonanani, Mokanda, Football, Ozoki Singa, Matakara et ceci sous le label Beberetu Prod. A noter que tous les précédents albums ont été enregistrés avec la maison Denide Productions. La puissance de Matakara, qui a séduit plus d'un mélomane de la musique, Deuxième Monde est incontestablement le meilleur album de l'année et Kevin Bwandé a décroché le titre de meilleur artiste de l'année au Sanza de Foi. Celui qu'on appelle dorénavant le Métatron, roi des anges, Kevin Bwandé Mbenga, cible, a mis sur le marché de disques en mai 2018 un single intitulé Le Papa, avec le fameux cri Okomema Kongo Namutu, annonçant la sortie imminente de son album 312 Métaphysique, single produit par la maison Brown Touch Music. Le 12 décembre 2018 à 12h12 est la date prévue pour la sortie officielle de l'album 312 Métaphysique, la connaissance de l'être humain, qui finalement interviendra par stratégie par l'équipe managériale de l'artiste le 21 décembre 2018. Deuxième album solo de Kevin Bwandé, composé de 10 titres. Un album produit par le label Secteur M. Kevin Bwandé est élu simultanément en décembre 2018 et en janvier 2019 meilleur artiste de l'année par l'émission Studio 210 de la chaîne nationale et au Sanza de Foi, Le Papa, meilleure chanson de l'année et Okomema Kongo Namutu, meilleur cri de l'année. Le coup de cœur de la semaine, All the Way, l'avant-dernier single de l'artiste 17 Absolu. Revenons sur ce titre, c'est notre coup de cœur. Nous l'avons annoncé tout à l'heure, lui c'est un écrivain exceptionnel hors du commun. Il s'appelle Alexis Bongo. En tout cas, il a sorti son livre intitulé Histoire de chez moi. Nous allons en parler, nous allons décortiquer justement cet ouvrage tout de suite. C'est dans notre rubrique Entretien. Il est avec nous sur ce plateau, Alexis Bongo, l'avocat défenseur de l'Afrique. Bonjour Alexis. Bonjour Maxi. L'avocat défenseur de l'Afrique, pourquoi cette dénomination? Oui, l'avocat défenseur de l'Afrique, ça surprend beaucoup de personnes, oui, parce que c'est une originalité, c'est inédite, mais l'Afrique avait besoin d'un défenseur. Il fallait bien que quelqu'un défende l'Afrique parce que on ne peut pas, en bon intellectuel que nous sommes, supporter le fait que l'Afrique soit le dernier des continents, alors que c'est certainement le plus riche de ces continents en même temps. Donc ce paradoxe-là, où on a des Africains pauvres, habitants d'un continent extrêmement riche,
demandait bien à ce que nous regardions qu'est-ce qui ne tourne pas rond. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait injustice, il y avait inégalité, que les rapports nord-sud n'étaient pas ce qu'ils devaient être. Eh bien, on s'est érigé, on a été bien obligé de s'ériger en avocat défenseur de l'Afrique. Avocat défenseur de l'Afrique, mais il y a également des martyrs, des gens qui ont lutté pour l'Afrique, pour la libération de l'Afrique en fait, mais ils n'ont jamais pris ce pseudo-sinon, ils n'ont jamais eu cette appellation d'avocat défenseur. Est-ce une façon de s'autoproclamer maître en quelque sorte, sinon guide de cette révolution? Donc, on est panafricaniste, engagé, et on se dit que pour retoucher les choses, pour revoir les choses afin de remettre l'Afrique à sa place, il faudrait éviter les sentiers battus. Donc, autant ceux qui nous ont précédés ont pu vivre des choses tant bien que mal. Hein. Il y en a qui ont été des martyrs, qui ont été sacrifiés comme ça, mais des gens comme Césaire, des gens comme Senghor, qui nous ont précédés dans ce combat du panafricanisme, ont eu un créneau, ils ont fait des choses, on a vu ce qu'ils ont pu faire et on a vu ce qui avait manqué. Alors, des héros comme Thomas Sankara, comme Kadhafi et les autres qui ont voulu défendre l'Afrique, ont laissé leur vie, on a vu leur travail et on a vu ce qui avait manqué. Donc il fallait pour nous chercher le chaînon manquant. Okay. Qu'est-ce qui manque pour que l'Afrique puisse effectivement atteindre ce stade? Donc, tenons compte de tout le travail qu'ils ont fait en amont, et nous devrions, notre génération avait donc cette mission, cette lourde mission de trouver le chaînon manquant. Et quel est-il si ce n'est faire les choses de manière non conventionnelle? Okay. Lorsqu'on se dit avocat défenseur de l'Afrique, soi-même, on est sous l'emprise de personne. Mais si aussi longtemps qu'on attend que quelqu'un décide un jour de vous déclarer comme tel, on attendra jusqu'à la fin du monde. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, c'est à nous de prendre nos responsabilités et c'est à nous de défendre l'Afrique. Du coup, on est devenu avocat défenseur de l'Afrique. Oh, donc on dira aussi que Alexis Bogo est prêt à laisser sa vie pour l'Afrique. Bien sûr. À quoi ça sert une vie? C'est homéostasique, une vie d'esclavage. Ça ne nous sert pas. Parce que nous avons été voir comment les autres vivent chez eux. C'est le jour et la nuit. Quand on compare Paris et Brazzaville, ça ne sert pas de rester en vie si c'est pour voir Brazzaville en l'état. Donc lorsqu'on se dit avocat défenseur de l'Afrique, c'est en connaissance de cause. Okay. C'est comme Kémy Séba. Donc si aujourd'hui on a le bonheur d'être assassiné, c'est tant mieux. Mais on aura dit quand même nos 4 vérités. Très bien. En tout cas, comme vous l'avez dit, c'est homéostasique. Mais nous allons plus parler de votre ouvrage. Que vous avez intitulé Histoire de chez moi et sous-titré Lettre à Marie Combé et réponse à Dan Brown. Peut-on savoir un peu plus? Histoire de chez moi, c'était une manière de dire aux autres que l'Afrique n'est pas sans histoire. Nous avons des histoires, nous avons une histoire riche, une histoire pluridimensionnelle, comme disait quelqu'un, il n'y a pas qu'une Afrique, mais il y a des Afriques. Lettre à Marie Combé, pourquoi? Parce que nous arrivons en France et on se rend compte de l'état de misère dans lequel vivent les Africains. Et on a l'œil du blanc, l'œil de l'Occident, l'œil du Français, de la Française, qui s'étonne de voir tous ces fourmis africains chez eux, qui crient au scandale. Il fallait redire les choses à Marie Combé, qui n'avait à l'époque où le livre est écrit, qui n'avait que peut-être 20 ou 25 ans, lui dire d'où ça vient. Peut-être qu'elle se tente de voir comme ça là, des négros partout autour d'eux. Mais ce sont ses parents, les premiers qui ont quitté leur continent pour venir chez nous. On n'a pas vu des Noirs partir d'ici pour aller rendre visite aux Européens qui étaient là-bas. Mais c'est eux qui ont fait le premier pas. Et quand ils l'ont fait de manière terrible. Donc dans le tome, dans la première partie d'Histoire de chez moi, Lettre à Marie Combé, on repositionne les choses comme pour montrer comment Kunta Kité était paisiblement dans son village. Il était même allé chercher du bois pour son tam-tam. Eh bien, il a été pris et mis au fer dans des bateaux. Donc ceux qui sont en train de vivre aujourd'hui, l'actualité nous le démontre, hein, ils sont envahis par les immigrés, eh bien c'est les conséquences de leurs propres actes. Ça, c'est Lettre à Marie Combé. Maintenant, dans Réponse à Dan Brown, qui est le nœud, donc la raison du tome 2, c'est que nous avons fait de l'investigation homéostasique et nous avons découvert que l'Afrique, quoique ayant eu des indépendances de façade politique, est restée esclave spirituellement. Dan Brown, c'est pas n'importe qui. Selon nous, c'est le plus célèbre de ces écrivains francs-maçons.
celui qui fait donc l'apologie de la franc-maçonnerie et tout, qui veut l'ériger en science infuse spirituelle pour tout le monde. Nous voulons démontrer à Dan Brown qu'il y a beaucoup plus de profondeur dans notre spiritualité à nous que dans la franc-maçonnerie. Donc nous venons avec la spiritualité des profondeurs, comme pour lui dire d'Afrique. C'est ce qu'Alexis Bongo pense. Il y a plus de profondeur dans notre spiritualité. Plus de profondeur que dans la franc-maçonnerie. Que dans la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie, c'est une spiritualité grandiose, profonde, respectable. Tout ça, hein, nous les aimons beaucoup, on les honore, on les respecte. Ce sont des gens très forts, mais il leur manque quelque chose. Le chaînon manquant est dans la spiritualité des profondeurs. Voilà pourquoi nous avons écrit à Dan Brown comme pour répondre à son livre Da Vinci Code. Lui, il a écrit Da Vinci Code, ça a bouleversé le monde entier. Nous ne pouvions pas, en tant que panafricanistes engagés, avocats défenseurs de l'Afrique, nous ne pouvions pas manquer de répondre à Dan Brown. Et nous lui avons présenté donc le mec qui est là, Réponse à Dan Brown. En tout cas, c'est un ouvrage de 3 tomes, c'est bien ça? Là, 3 tomes. Le deuxième tome. Alors, il est écrit quelque part, justement, dans cet ouvrage, il est écrit « L'Afrique est en effet l'enjeu principal de la mondialisation ». Alors, en tant qu'écrivain, analyste et leader d'opinion, quelle est la lecture que vous faites de l'Africain et de l'Afrique en général? L'homme africain s'ignore complètement. Le problème ici, le grand paradoxe, c'est que l'Afrique est cette grande beauté, cette dame du quartier que convoitent tous les hommes. Mais la dame s'ignore complètement. Donc elle n'a aucune conscience de sa propre beauté et de son pouvoir. Donc nous les Africains, nous sommes les enjeux de la mondialisation. Sans l'Afrique, il n'y a pas le monde. Le monde entier repose sur nous, pour preuve, et les Américains, et les Russes, tout le monde, dans ce monde bipolaire qu'on veut créer, tout le monde se repose sur l'Afrique. Parce qu'ils ont déjà perdu du temps, ils ont déjà fini leur temps au fait, la civilisation occidentale. Maintenant c'est le retour à l'Afrique. Donc le retour aux sources africaines, ce n'est pas seulement le problème de l'Africain. Même l'homme occidental doit se ressourcer en Afrique pour éviter de disparaître. Alors maintenant le grand problème, c'est que les Africains ont encore des écailles sur leurs yeux. Donc nous avons écrit à Dan Brown pour secouer les Africains, afin que ces écailles tombent. Et quand nous disons les Africains, nous disons les dirigeants africains, nous disons les intellectuels africains, parce que les paysans, eux, ils n'ont pas trahi l'Afrique. Ils sont restés fidèles à la terre, ils sont restés fidèles à la morale africaine, ils sont restés fidèles à la tradition, mais les intellectuels se sont prostitués, hein, ils sont devenus des francs-maçons, des rosicruciens, et tout ça, nous leur faisons comprendre, oui, c'est bien beau tout cela, mais, il y a un mais, il faut un rétropédalage. Donc nous venons dans ce livre comme pour défendre non seulement l'Afrique, mais l'avocat défenseur de l'Afrique défend essentiellement les francs-maçons africains. D'accord. Alors, Alexis Bongo, c'est très intéressant. En tout cas, fidèles téléspectateurs, vous comprenez que nous sommes aussi en même temps dans la spiritualité, donc des profondeurs. Alors, justement, vu que ce livre est très spirituel, il faut le dire, est-ce que Alexis Bongo croit réellement en Dieu? Quand nous sommes sur le plateau de méostasie, la spiritualité des profondeurs, on est dans l'obligation de réserve. Maintenant, quand nous sommes sur le terrain de la réalité, nous faisons de l'investigation et on l'a fait depuis 15 ans sur le plateau de méostasie, parce qu'on démarre en méostasie en 2003. 15 ans plus tard, on a entendu à suffisance. On a rencontré des gens, on a bavardé, on a discuté, on a cherché à comprendre. Et c'est là où nous avons compris que même les plus scientifiques des hommes sur la Terre sont essentiellement spirituels. Même lorsque notre pays avait basculé dans le socialisme scientifique, il a été bien obligé, rattrapé par les réalités, de revenir donc à la spiritualité et tout ça. Et là, nous nous sommes dit certainement qu'il existe un Dieu quelque part. Et donc, à ce moment, comment défendre l'Afrique sans faire recours à ce Dieu-là, s'il existe? Donc, le Dieu de l'Afrique. Nous avons été à la recherche du Dieu de l'Afrique. Nous l'avons trouvé, nous l'avons salué, on lui a serré la main. Et à ce moment, on a été investi avocat défenseur de l'Afrique comme pour répondre aux autres. Parce que on ne peut pas développer l'Afrique sans qu'on ait en premier réussi à obtenir l'indépendance spirituelle de l'Afrique.
Donc, nous nous battons en tant qu'avocats défenseurs de l'Afrique pour que, outre les indépendances de façade qu'on nous a données politiques, que nous obtenions l'indépendance spirituelle. Or, cette indépendance spirituelle ne peut être obtenue qu'avec l'aide du Dieu de l'Afrique. Et donc, nous croyons en ce Dieu. En parlant du Dieu de l'Afrique, à quoi faites-vous allusion? Parce qu'il y a le christianisme, on parle aujourd'hui de Dieu dans la Bible, chez les chrétiens, Jésus-Christ, ainsi de suite. Mais vous parlez du Dieu de l'Afrique. Est-ce le même Dieu? Nous sommes venus ouvrir les yeux des francs-maçons de chez nous. Nous l'avions dit tout à l'heure. On est venu leur ouvrir les yeux comme pour dire à tous ces grands maîtres francs-maçons, au perché sur leur 33e degré, on les respecte beaucoup, mais on leur présente la map monde. L'Égypte, c'est en Afrique ou bien c'est ailleurs? C'est en Afrique. Mais la franc-maçonnerie est d'essence africaine. C'est clair et net. D'où vient-il que les instructeurs, leurs maîtres viennent d'ailleurs? Ça pose problème. Et donc lorsque nous disons le Dieu de l'Afrique, mais c'est le Dieu de l'Afrique. Le Dieu de l'Afrique. Le Dieu de l'Afrique. Voilà, on va développer avec eux. Alors, c'est tout à fait homéostasie qu'on développe avec eux. C'est culte actu, mais comprenez que Alexis Bongo est aussi présentateur d'émission, donc c'est l'émission Homéostasie, donc vous comprenez qu'il est vraiment dans la spiritualité. Mais on n'est pas sorti de la culture, hein. La spiritualité c'est de la culture. Justement, c'est la culture et nous parlons justement de la culture africaine avec cet ouvrage. Le principal personnage de l'ouvrage, c'est Simon Kimbangu. Simon que Kimbangu. représente cet homme pour vous? Simon Kimbangu, il nous trahit parce qu'il est le personnage principal du livre. Mais des panafricanistes de par le monde pourraient être choqués qu'on parle comme ça là d'un homme spirituel pendant qu'on est en train de parler renaissance africaine, indépendance spirituelle de l'Afrique. Or, c'est même ça qu'il nous faut. Il nous faut quand même une référence africaine. Donc nous avons fait ce qu'on appelle une investigation de profondeur. On a vu l'histoire de ce grand homme. On a pensé que pour donner du répondant, pour donner la réplique à Dan Brown, qui se base sur des personnages solides, il faut bien qu'il y ait quelque chose de solide venant d'Afrique. Donc nous avons regardé autour de nous. Il n'y a pas plus solide que Simon Kimbangu. Mais il y a eu d'autres martyrs comme les Kimpa Vital et on parle de Machua et tout ce monde-là. Pourquoi? Mais bien sûr, je ne réunis pas Kimpa Vital, qui avait d'ailleurs annoncé l'arrivée de Simon Kimbangu. Hein, quand on le met sur le brasier, et elle avait annoncé l'arrivée de Simon Kimbangu. Je ne réunis pas Machua, un grand héros de chez nous, mais qui avait eu son canevas, son couloir. En fait, dans cette histoire-là, se pose en même temps la problématique de la place du kimbanguisme en Afrique. Lorsque Simon Kimbangu, en prison, ou bien avant d'aller en prison, annonce les indépendances africaines en 1960, et que ça se réalise 9 ans plus tard, mais c'est quand même un signal fort. Maintenant, aujourd'hui, l'apport du kimbanguisme dans le combat panafricain, quel est cet apport? Je suis aidé par le professeur Théophile Obenga lui-même, le disciple de Cheikh Anta Diop. Celui qui en 1974 au congrès du Caire avait avec son maître confondu tous les scientifiques du monde entier comme pour leur démontrer que l'Égypte authentique était noire. Le professeur Théophile Obenga lui-même atteste que Simon Kimbangu peut être considéré comme un grand homme. Un grand homme pour l'Afrique. Il est Dieu pour les kimbanguistes. Mais il peut être... Parce qu'on doit prendre les deux bouts. Hein. Du côté scientifique des choses, le professeur Théophile Obenga démontre qu'il peut être considéré comme un grand homme, comme le libérateur de l'homme noir. Ça nous conforte. Alors quand nous prenons Kémy Séba, qui est le leader phare actuel du panafricanisme, Kémy Séba nous renvoie à Simon Kimbangu. Ça nous rassure. Parce que avant que le professeur Théophile Obenga ne parle, avant que Kémy Séba ne parle, avant qu'ils n'aient parlé tous les deux, nous avions déjà repéré l'homme et nous avions déjà commencé à concevoir le développement de l'Afrique, la renaissance africaine, sous le prisme
du kimbanguisme, de la vision révolutionnaire de Simon Kimbangu. À ne pas confondre avec l'église kimbanguiste. Parce que le problème avec les Africains aujourd'hui, c'est que ils acceptent Simon Kimbangu, un tant soit peu, mais ils ne veulent rien savoir de l'église kimbanguiste. Nous aussi, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, mais on leur dit qu'il n'y a pas, visiblement, jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous prouver le contraire, sur ce plateau, nous sommes libres, ici ou ailleurs, que quelqu'un puisse nous prouver le contraire, mais on pense que Simon Kimbangu, c'est une figure emblématique, suffisante, pour que nous puissions répondre à l'Occident impérialiste. Très bien. En tout cas, c'est très clair, les réponses sont très claires. Mais toujours dans cet ouvrage, nous essayons de décortiquer un peu. Il y a encore un paragraphe qui attire notre attention, qui dit, je crois que c'est dans l'épisode 56, « Tout le monde sait que le pape de Rome, qui est le Vicarius Filii, est le 666, sauf vous les kimbanguistes. » Éclairez-nous un peu sur ce paragraphe. On y voit donc un débat entre les kimbanguistes et des frères d'autres églises qui évidemment s'étonnaient du fait que les kimbanguistes, quoique se réclamant de Simon Kimbangu, qui est l'envoyé spécial de Jésus-Christ, que ces kimbanguistes soient encore ensemble avec les catholiques et les autres dans le conseil œcuménique. Alors ils disent, mais d'où vient-il que tout le monde sait que le pape c'est le 666, d'où vient-il que vous les kimbanguistes vous mettiez encore ensemble avec lui dans le conseil œcuménique des églises, donc vous êtes tous à jeter, à mettre dans un même panier. Et bien c'est une discussion qui a son dénouement quelque part dans le livre, mais c'est quelque chose qui nous met la réalité sur la table. Vous savez, aujourd'hui, l'intelligentsia africaine a été façonnée par l'Église catholique. Nos parents ont été enseignés dans des écoles religieuses. Aujourd'hui, l'élite intellectuelle africaine, mis à part ceux des pays musulmans, elle est catholique. Donc du coup, il faudrait que nous comprenions aussi l'Église catholique, c'est Jésus. Jésus, c'est le Seigneur Jésus sauveur, Seigneur sauveur de l'humanité. Oui, mais quel est le lien entre Jésus et nous? Avant, on nous le montrait tout blanc, sur une photo et tout ça, tout beau, avec des yeux bleus. Mais aujourd'hui, les panafricanistes sérieux, sévères, engagés comme nous avons découvert que même Jésus, l'Occident impérialiste nous l'a volé. Jésus est essentiellement africain. Donc Jésus est aussi noir comme qu'Alexis Bongo. D'où vient-il qu'on nous le montre tout blanc? Mais il faut que l'Église catholique revise toutes ces choses-là. Les Occidentaux pourront redire la même chose, démontrer-nous que ils n'ont aucune preuve, que Jésus était noir. Mais évidemment, si ce n'est que des démonstrations, on va leur donner en quantité. C'est même pour ça qu'on a écrit Message à l'Afrique. Le tome 3 d'Histoire de chez moi, c'est Message à l'Afrique. Là, on s'adresse à tous les Africains, comme pour leur dire, si Simon Kimbangu avait dit, lisez la Bible et vous découvrirez le voleur et l'objet volé, nous avons lu la Bible et nous avons découvert le voleur, c'est l'Occident impérialiste, l'objet volé, c'est même Jésus. Parce qu'on nous présente Jésus sur la croix, mais avec son père qui est tout blanc, avec des cheveux blancs, alors que et Dieu et Jésus sont noirs comme nous deux. Donc l'Église catholique a intérêt à changer tout ce que nous voyons, toutes ces images-là, qu'on nous présente Dieu tout noir comme il est, qu'on nous présente Jésus tout noir comme il est, ça nous ferait du bien. Or, pour toucher et l'Église catholique et toutes les formations du monde, pour ouvrir les yeux aux formations africains, même si vous leur criez ça du matin au soir, ça va leur faire ni chaud ni froid. Voilà pourquoi on a écrit Adam Brown, parce que lui, quand il va retoucher les portraits de Jésus et de Dieu, tous y vont suivre. Mais revenons justement sur la question justement du pape de 666. Est-ce que Alexis Bongo a des preuves suffisantes? C'est vrai que c'est un débat, mais est-ce qu'il y a des preuves suffisantes pour dire que le pape de Rome, il est, on va dire en grosso modo, le représentant du 666? Non, ce n'est pas Alexis Bongo qui l'affirme. Et l'objet du livre Histoire de chez moi n'est pas de manquer du respect au pape. Le pape, c'est une sommité mondiale, c'est le Saint-Père. Donc, la spiritualité en lui, c'est Dieu seul qui sait. Nous ne pouvons juger de rien. Mais les chercheurs du monde, eux, surtout dans les églises de réveil,
C'est eux qui vous font des démonstrations par A plus B que le pape est le 666. Voilà pourquoi, dans le livre, un des personnages Et vous affirmez argumente. Voilà. Mais non, c'est pas nous. Nous ne disons pas. Nous avons pleinement du respect pour le pape. Ok. C'est le pape de l'Église catholique. Nous ne condamnons pas. Nous, notre problème, c'est ni l'Église catholique, ni le pape. Notre problème, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est notre continent. Ok. L'Afrique, c'est nous. Nous, c'est l'Afrique. Il se trouve que le reste du monde évolue bien, mais pas nous. Et nous avons cherché en profondeur. C'est là où nous avons découvert que le monde entier appartient aux francs-maçons. Ça, c'est clair et net. Personne ne va nous dire le contraire. Ils ont ça dans leurs mains. Après, nous avons enquêté, bien regardé. On s'est rendu compte que nos francs-maçons ne sont pas aussi habiles que les francs-maçons des autres. Parce que d'où vient-il que les francs-maçons d'Amérique, d'Europe aient construit leur pays? Et les francs-maçons d'Afrique Les francs-maçons d'Afrique détruisent leur pays. À ce moment-là, il y a matière à réflexion. Ah oui. Nous venons comme pour leur dire, on ne vient pas les dénigrer, on les respecte beaucoup. Mais, ils doivent se réveiller. On dirait bien qu'ils sommeillent. Donc, la question que nous leur posons ici, très respectueusement, est-ce que nos francs-maçons d'ici sont sûrs d'avoir dans leurs mains l'équerre et le compas qu'il leur faut? Peut-être qu'il manque d'équerre et de compas. Donc, il y a lieu même de leur demander, montrez-nous, chers aînés, chers parents, chers grands maîtres, vos équerres et vos compas. Si par miracle, ils en ont, mais pourquoi ça ne sert pas? Pourquoi l'Afrique est toujours pauvre en infrastructure? Brazzaville, dit-on, capitale de la France libre. Regardez dans l'état dans lequel se trouve. Mais voilà, ça ne peut pas marcher comme ça. Ce n'est pas aux francs-maçons d'ailleurs de venir construire chez nous. C'est aux nôtres de bâtir, de construire, de démontrer qu'ils sont des francs-maçons et de faire valoir leur grade. S'ils n'arrivent pas à le faire, eh bien, qu'ils sortent de là-bas. Très bien. L'histoire de chez moi. Alors, cet ouvrage, en même temps, permet aux Africains de comprendre l'histoire de Kimbangu, sinon de Simon Kimbangu, et de l'Afrique aussi. Mais pensez-vous que ça peut apporter un changement aux Africains? Ce que on ne nous a pas appris à l'école, quand on nous apprenait à lire et à écrire, on ne nous avait pas appris que le monde entier repose sur la spiritualité. Nous avions été à l'école comme tout le monde, mais après en cours de route nous nous sommes dit non, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On s'est dit non, il faut qu'on s'arrête d'abord, qu'on regarde. On s'est rendu compte que même à l'université on nous enseignait plein de mensonges. Donc ce n'était pas fait pour que demain nous puissions nous développer comme eux. On s'est arrêté, on a fait un retour. Le tome 2 d'Histoire de chez moi, Réponse à Dan Brown, est une réponse à tous les francs-maçons du monde. Est une réponse, ou bien une invite, ou bien une adresse, ou bien un message solennel à tous les francs-maçons d'Afrique. Comme pour leur dire, regardez-vous, mirez-vous. Pourquoi les États-Unis sont la première puissance mondiale? Est-ce que vous pensez que c'est tout simplement parce qu'il y a la science et la technologie? Non. Il y a autre chose. Ok. La spiritualité. Mais bien sûr, et pas n'importe quelle spiritualité, la spiritualité des profondeurs. Ce livre, c'est du banditisme. C'est un livre non conventionnel, parce que lorsque Dan Brown écrit Da Vinci Code, le monde entier a lu le livre, s'est extasié, ça a créé des mouvements de foule partout pour aller voir les repères des lieux indiqués. Personne n'a osé. Mais si c'est un Congolais de Brazzaville, un Africain congolais de Brazzaville, un minuscule journaliste de DRTV qui se permet de répondre à Dan Brown, là c'est solide. Donc les formations de chez nous doivent être fiers d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, parce qu'on ne pouvait pas faire 15 ans d'investigation sans aboutir à une réponse. Ah voilà. Donc bravo encore Alexis Bogo. Alors c'est quand même en 90 épisodes, ce tome 2. 90, je crois. Mais nous allons vous expliquer cette histoire-là rapidement, si vous nous permettez. Oui, allez-y. Histoire de chez moi, c'est 120 épisodes. Ok. La trilogie Histoire de chez moi. Parce que le tome 1, c'est Lettre à Marie Combé. Tome 2,
Réponse à Dan Brown, tome 3, Message à l'Afrique. Donc dans Lettre à Marie Combé, nous avons les 50 premiers épisodes. Tome 2, c'est 40 épisodes. Et le tome 3, c'est 30. D'accord. Voilà, donc pour que ça se positionne dans la tête des gens. Et les 120 épisodes sont en relation avec les 120 coups de chicotte par jour qu'on a tapé, qu'on a frappé sur Simon Kimbangu durant 30 ans. Incroyable mais vrai. Pour quelqu'un qui n'a tué personne, qu'on met en prison, on jette en prison en 1921 pour qu'il en ressorte en 1951, il avait droit tous les jours à 120 coups de chicotte, gratuitement comme ça. Eh bien, les 120 épisodes d'Histoire de chez moi, de la trilogie, c'est en hommage à Simon Kimbangu. En tout cas, c'est moi, je l'ai vite compris en lisant ce livre. J'ai eu l'occasion de lire en tout cas ce tome 2 et j'ai vite compris. Alors, en lisant ce livre, sinon ces 3 tomes, on a envie de vous poser la question: dans quel état d'esprit vous avez rédigé cet ouvrage? Quel était votre humeur? Est-ce que c'était dans l'esprit de révolte? Est-ce que c'était dans la colère? Quel était votre état d'esprit? C'est ça le nœud du problème. J'atterris en France en 2009, par accident. J'arrive en France et je me rends compte de comment vivent les Africains en France. Mes frères et sœurs. Incroyable mais vrai. C'est insupportable. Pour eux encore, ils se disent, c'est mieux que chez nous. Donc on préfère supporter métro, boulot, dodo, supporter ce froid-là, supporter les contraintes, supporter le racisme visible. Mais pour l'avocat défenseur de l'Afrique, non, c'est insupportable. Donc, je suis parti de Brazzaville, je suis allé en France en 2009 pour voir moi-même comment vivent les Africains en France, pour découvrir la France d'où De Gaulle était parti pour venir ici, pour découvrir ce pays qui était venu nous coloniser un jour, pour découvrir l'Europe, qui nous avait mis dans des bateaux. Il me reste à aller découvrir l'Amérique. Je suis allé voir de mes propres yeux, et là, au lieu de faire métro, boulot, dodo comme tout le monde, j'ai dit non. Mieux vaut mourir pauvre, mais découvrir le nœud du problème. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Pourquoi sommes-nous des esclaves au 21e siècle encore? Donc, c'est pas normal. Ça, c'est comme avait Stéphane Essel avait dit, indignez-vous. Je me suis indigné et je me suis révolté et j'ai écrit pour ouvrir les yeux même aux autres. Ne vous contentez pas de métro, boulot, dodo. Voilà pourquoi je dis aux formations de chez nous, mettez-nous des métros ici. Nous allons faire métro, boulot, dodo, mais ici en Afrique. Et on va construire notre tour Eiffel à nous. Ok. Voilà. Très bien dit. Alors, c'est très intéressant. Comprenez cet entretien, cette discussion entre un grand écrivain, mesdames et messieurs. Alors, à la fin de ce tome 2, quand même, vous avez adressé une lettre à Charlotte. C'est ça le problème. Comme on dit, Jésus, c'est quelqu'un d'hors de commun. Charlotte est une blanche, une française. Ok. Comment? Mais les Africains sont bizarres. Nous, Africains, nous sommes bizarres. Quand j'ai fini d'écrire Histoire de chez moi, je crois que j'étais encore dans... Non, j'avais pas encore complètement fini, pas encore le tome 3. J'ai fait lire à tous les Africains, enfin, à tous ceux qui étaient autour de moi, ça les a laissés indifférents. Ça ne leur faisait ni chaud ni froid. Mais quand Charlotte a lu, c'est elle qui réagit. Et quand Charlotte pose la question de savoir, mais pourquoi tant de questions dans ce livre? J'ai dit justement, parce qu'on était venu faire de l'investigation. Comprendre pourquoi nous sommes dans cette situation-là. Donc le problème de l'Africain aussi, c'est ça. Il ne croit pas à son propre frère. Il ne croit que si le blanc lui dit ça. Quelqu'un m'avait demandé, Alexis Bongo, vous vous dites avocat défenseur de l'Afrique, vous êtes inscrit à quel barreau comme ça là? Qui vous a dit ça? J'ai dit, ah bon, ça commence. Mais si c'était là-bas, un blanc qui disait, voilà, Alexis Bongo est désormais l'avocat défenseur de l'Afrique, tous les négros s'aligneraient. Exact. Mais on ne peut pas attendre d'ailleurs qu'on décrète ou bien qu'on vous donne l'autorisation de défendre l'Afrique. Moins encore de nos universités d'ici. Parce que même le contenu des cours, ce n'est pas nous qui décidons, c'est la France qui décide. Et les autres, ils sont extrêmement intelligents, tellement habiles,
qui nous donne que ce qui va nous rendre encore plus esclaves d'eux. Donc du coup, il y a à boire et à manger là-dedans. Il fallait bien remercier Charlotte. Okay. Et comme Charlotte aussi ne comprenait pas vraiment ces questions et ces points d'exclamation, il fallait faire comprendre à Charlotte que c'est le cœur d'Alexis Bongo qu'on lui ouvrait comme ça là, parce que quelque part, on dirait bien que et le livre et l'auteur sont un, quelque part. Exact. Voilà, il y a à boire et à manger dans cet ouvrage qui est, mesdames et messieurs, très intéressant. Donc, je vais montrer à l'écran, vous voyez. Donc, c'est ça. C'est vraiment la spiritualité des profondeurs. Ce livre s'intitule « Histoire de chez moi », donc sous-titré « Réponse à Dan Brown ». Voilà. Donc, Alexis Bongo, nous allons conclure avec vous. Je crois qu'on ne peut pas finir non, du tout. C'est tellement profond. C'est tellement profond, il y a tellement trop de choses à dire. Mais on va vite fait conclure. Mais juste pour savoir, cet ouvrage, Histoire de chez moi, c'est le quantième que vous écrivez déjà? Nous avons écrit, j'ai écrit comme ça là, une trilogie. Ça, c'est la deuxième partie. Donc, c'est le deuxième livre. Et le troisième est à venir, c'est déjà écrit, mais ça attendra peut-être 3, 4, 5, 6, 7 ans avant pour être publié, hein, le tome 3. Mais je crois que le livre est complet en lui-même, parce qu'il est à la fois le corps, l'âme et l'esprit. Donc au-delà du corps, l'âme et de l'esprit, on ne voit plus s'il y a autre chose. Donc si le tome 1 est le corps, si le tome 2 est l'âme, le tome 3, message à l'Afrique à venir, est l'esprit, on va s'arrêter là. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, ça peut être. Il est déjà disponible. Le livre sera disponible le 12 février, parce que nous en faisons la présentation officielle à la préfecture de Brazzaville le 12 février. Entrée libre pour tous. Là, les Africains pourront, comme ça, là, découvrir le livre et l'acheter. Et l'acheter, parce que les chanceux sont ceux-là qui ont pu l'avoir gratuitement. Bon. Mais je crois que le 12, ils vont certainement l'acheter à un prix démocratique pour qu'ils puissent entrer dans les profondeurs. En fait, le livre, pour conclure, n'est pas le livre de l'écrivain. Oui. C'est le livre de l'avocat défenseur de l'Afrique. C'est le livre de l'Afrique. C'est le livre des Africains. Chacun doit se l'approprier, quelles que soient ses croyances. Même si vous êtes catholique, protestant, salutiste ou quoi, ça ne vous interdit pas de jeter un coup d'œil sur l'histoire de Simon Kimbangu, qui englobe l'histoire des Machua et autres, pourquoi pas des Maman Ngunga, qu'on nous faisait chanter à l'école, les vaillants héros. Vous vous rappelez la chanson à l'école primaire? Exact. Notre beau pays, le Congo, chantant ces vaillants héros de la résistance victime de la colonisation. On disait Machua, André Grena et Bweta Mbongo. Tout ce beau monde, on leur rend hommage dans ce livre, Histoire de chez moi. En tant qu'avocat défenseur de l'Afrique, pour conclure, qu'est-ce que le peuple africain doit retenir? Les Africains doivent retenir ceci, que ce n'est pas de leur faute que nos parents avaient été pris à l'époque de Kunta Kité et mis au fer. Les dispositions étaient telles que ça ne pouvait être autrement. Et même leurs connaissances scientifiques étaient limitées à l'époque. Ils ne comptaient que sur leur spiritualité, qui était essentiellement animiste, qui a été dominée par la spiritualité des autres. Or, il se trouve aujourd'hui que même la spiritualité qui était venue dominer la nôtre, c'est même ça, une spiritualité qui a été volée chez nous. Okay. Donc, du coup, nous devons nous réapproprier cette spiritualité. C'est-à-dire, peut-être bien qu'on reviendra. Il faut qu'on revienne ici sur ce plateau, qu'on puisse décrypter avec eux. Mais nous leur disons pour terminer que c'est fini l'époque où on partait de là-bas pour venir nous mettre fer. Ça ne reviendra plus. Plus jamais. C'est fini les francs-maçons de chez nous qui dorment. Cherchez, même sous votre lit, où se trouvent l'équerre et le compas. Si vous n'en avez pas, venez voir Alexis Bongo. On va décrypter le livre avec vous. Si vous en avez, commencez à construire. Respectez vos rangs et grades. On ne peut pas comprendre que les uns construisent là-bas et que les autres détruisent ici. Donc, nous sommes ici pour défendre l'Afrique, mais surtout pour défendre
tous les francs-maçons africains. Si Alexis Bongo, pour terminer, c'est une question qui m'est vite venue, si Alexis Bongo devait être franc-maçon, ce serait compliqué. Quel serait son apport? Ce serait très compliqué parce que si, par miracle, je devenais franc-maçon, tout ce qu'on apprend là-bas, je sais déjà. Bon, on va apprendre. Vous savez, à l'école, il y a des enfants, des élèves surdoués. Hein, il n'y a plus rien à leur apprendre. Donc, celui qui a l'intention de m'initier, par exemple, qui se rende compte s'il peut ajouter quelque chose. Parce que dans le tome 1, tome 2, tome 3 d'Histoire de chez moi, ça a été vraiment la spiritualité des profondeurs. Au-delà des maîtres francs-maçons occidentaux. Donc, il n'y a personne sur cette terre qui peut initier la spiritualité des profondeurs. Impossible. Alors, tous les Africains doivent normalement lire ce livre, normalement. Le procurer, et en même temps, tous les francs-maçons africains, les vrais, vous devez lire et apprendre aussi, ça pourra toujours contribuer, quoi. Alors, merci à Alexis Bongo. Merci. Ce n'est pas homéostasie, mais c'est plutôt Cultactu. Peut-être un mot pour ce magazine. Non, mais c'est très bien parce que, justement, la culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu. Nous ignorons la culture, mais Cultactu vient pour réchauffer les choses pour nous. Et pour preuve, mais c'est vous qui avez l'exclusivité d'Histoire de chez moi. Tome 2, et quel est-il? Réponse à Dan Brown. Sinon, réponse à tous les francs-maçons du monde. Merci Alexis Bongo, c'était un plaisir et plaisir partagé. Bonne chance et merci surtout beaucoup. Le 12 février à la préfecture de Brazzaville pour la sortie, sinon la présentation officielle de cet ouvrage. Merci. Après Alexis Bongo, revenons pour parler d'autre chose. Et là, c'est la nostalgie de la semaine, mesdames et messieurs. Parlons de l'orchestre Patrouille des Stars que nous avons découvert pendant les années 1998 avec le titre Obu Kanga Bisaka, cet album qui était sorti tout justement après les événements de 1997. Revivons cette nostalgie pour votre plaisir.
C'est par ce titre Obu Kanga Bisaka que nous allons nous mettre un terme à ce magazine d'information et d'actualité culturelle et je suis sûr que vous avez été nombreux à nous suivre. Je profite de l'occasion de remercier toute l'équipe technique qui a travaillé pour la réussite de ce numéro. Je vois par là David Gomez qui était à la prise de vue, Herman Matondo à la régie, assisté de Lord Belgi Chuma. L'Amérique n'a pas d'amis et je n'oublie pas le monteur de cette émission, Rolly N. Toutou, assisté de celui qu'on appelle Sully Style, le monteur à la double nationalité. Je veux prendre congé de vous. C'était Maxi Tenas. On se dit au revoir et à la semaine prochaine.